Aujourd'hui, on va parler des 4 cas d'usage de l'IA pour accélérer sa Content Factory. Donc, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Globalement, nous, chez Scaleflex, on la connaît plutôt bien parce qu'on essaye d'automatiser un maximum de tâches qui sont liées aux opérations de contenu. Donc, opérations de contenu, ça va être globalement combien de clics, combien d'actions vont être faites par des équipes de design, de marketing, de produits, de la tech pour créer un média, donc une photo, une vidéo, PDF, un JS, un CSS, et in fine le publier sur les plateformes. Donc rapidement, je vais vous dire en 2 minutes ce qu'on fait chez Scaleflex pour vous dire à quel point on connaît le sujet et pourquoi c'est intéressant qu'on puisse vous parler aussi de nos clients, parce que pour nous, c'est vraiment learning by doing, donc on essaie d'apprendre énormément avec nos clients. Et à la fin, évidemment, une petite session de Q&A si vous en avez. Donc Scaleflex, c'est une entreprise française. Nous, on est basé, donc nous, on vient de Lyon. On voulait vous ramener des chouquettes pralinées, mais en fait, on voulait que ce soit frais, donc on a opté pour des chouquettes parisiennes. On est basé à Lyon, mais on a une équipe internationale de 60 personnes. 50 personnes sont à l'étranger aujourd'hui, dispatchées entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et l'Asie, puisque notre CTO a monté un pôle là-bas il y a 5 ans maintenant. 100 clients dans le monde qui utilisent nos solutions, beaucoup des comptes entreprises et mid-market sur des verticales, des segmentations un petit peu variées qui peuvent aller de l'immobilier au e-commerce, à la presse en ligne, aux médias en ligne ou encore les banques, assurances. En fait, ce qui rassemble tous ces clients, et c'est ce qu'on va voir ici, quand on regarde tous ces clients, en fait, c'est soit qu'ils ont un gros catalogue de médias, donc ils ont beaucoup de volume en fait à gérer, soit ils ont beaucoup de trafic, donc beaucoup de pages visitées. C'est souvent des audiences très B2C. Et dans les 2 cas, ils vont avoir en fait un problème potentiel pour gérer les médias. Donc nous aujourd'hui, on a sorti 2 solutions qui permettent de répondre à ces 2 enjeux-là. La première solution, Cloud Image, elle date d'il y a 4 ans aujourd'hui. Elle permet en fait d'attaquer les enjeux qui sont la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire le front office, les clients, les visiteurs qui viennent sur votre site. Il faut qu'ils aient vraiment, on va dire, une super première impression de la page. Et si c'est une audience récurrente, comme le cas de la presse en ligne ou des fidélisations d'audience sur des sites e-commerce, il faut qu'on soit sûr que cette audience-là, elle est des pages qui cherchent très rapidement, avec des contenus de qualité, avec un visuel accrocheur, et que tous les efforts en fait, qui ont été investis dans un branding, la création de visuels par des équipes de design, etc., ils soient mis en valeur sur la plateforme. Donc Cloud Image, ça sert à ça. C'est un outil qui ne stocke pas les médias, mais qui va permettre de les récupérer. Donc on va récupérer en fait les URL de toutes les images et on va les transformer à la volée pour en faire un média parfait pour mobile, pour des plateformes web, pour des audiences internationales, puisqu'on va permettre d'envoyer ces images localement là où sont situées les audiences. Et c'est un outil très simple, très facile à mettre en place et qui a un vrai ROI activable. C'est-à-dire que demain, alors je vois quelqu'un est dans le SEO, quand vous faites des audits PageSpeed, qui a les Core Web Vitals de Google qui indiquent que la performance est mauvaise, clairement, un outil comme Cloud Image peut aider sur tous les points rouges en fait, de l'audit qui concernent les images. Les formats, le fait qu'elles soient responsive ou pas, le fait qu'elles soient mises en cache, le fait qu'elles soient trop lourdes ou justement à la bonne taille. Ça, c'est un enjeu que Cloud Image gère très bien. Et un petit peu plus tard, on a sorti une autre solution qui s'appelle FileRobot, qui permet, donc qui est un DAM, un Digital Asset Manager, et qui permet de centraliser ces médias. Parce que Cloud Image, pour le coup, ne fait que de l'optimisation à la volée, quand FileRobot va vraiment être le hub central pour stocker ces médias, pour collaborer avec ces médias et pour ensuite les distribuer de manière optimisée. Donc c'est plus un enjeu de collaboration. Dans le cadre de FileRobot, sur en fait, le marché français, mais aussi international, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a beaucoup de notre audience qui est en Allemagne, beaucoup de nos utilisateurs qui sont aux États-Unis, etc. FileRobot, il permet en fait de gérer des catalogues médias qui vont être gérés par des équipes souvent distribuées dans le monde, mais qui ont besoin d'avoir des opérations de contenu rapides. Et ça, c'est souvent un gros enjeu. C'est-à-dire que si j'ai une équipe distribuée entre l'Australie et la France, par exemple, ben, si vous utilisez une seule plateforme SaaS, ça peut être hyper lent parce que le serveur sera toujours en France. Nous, chez Scaleflex, donc avec FileRobot qui est Notre-Dame, on a tout distribué pour faire en sorte que les ingestions, les éditions et toutes les opérations de contenu soient très rapides.
Et dans ce cadre-là, on a cherché à automatiser des tâches chronophages. Évidemment, la gestion des contenus, c'est import d'une photo, ça va être je vais l'éditer. Ah non, en fait, il faut qu'elle retourne au design pour être réimportée et ensuite, il faut qu'elle puisse être processée, modifiée et puis publiée peut-être dans différents formats sur les plateformes. Tout ça, c'est un nombre de clics, c'est un nombre de téléchargements, ça occupe de la place et ça peut être très chronophage. Donc, on a cherché des manières d'utiliser l'intelligence artificielle et les automatisations pour limiter le temps passé sur ces types d'opérations-là qui deviennent globalement beaucoup trop nombreuses avec les nouveaux contenus, les nouveaux médias et puis les multiplications des plateformes. Donc, sur le ROI recherché, évidemment, on essaye d'accélérer tout. C'est un peu les promesses de tous les SaaS du marché. Faciliter la collaboration aussi. Et puis, essayer de faire vraiment gagner en performance sur les pages publiées. Vous avez beaucoup de dames sur le marché qui vont être plutôt spécialisées dans la production, plutôt dans le pré-média, plutôt dans le fait de pouvoir collaborer sur, je sais pas, des plateformes marketing. Nous, notre vrai cœur de métier, c'est la publication vers le web. On ne fait pas de print, par exemple, chez Scaleflex, parce qu'on a vraiment une essence, je pense que vous l'aurez compris, on a un peu des digital natives chez nous. Par contre, on peut très facilement s'interfacer avec des acteurs du print, avec des acteurs du PIM, avec des acteurs du CMS, qui vont pouvoir enrichir en fait, cette Content Factory. Donc, je vais vous parler des cas d'usage de l'IA qu'on a détectés chez nos clients et ce qu'on a pu mettre en place pour eux pour justement leur faire gagner du temps, mais aussi de l'argent, parce que quelque part, il y a aussi une vraie attente de pouvoir valoriser des contenus qui ont souvent coûté très cher à la création, en fait. Et l'exploitation de ces contenus, l'IA peut vraiment aider en fait, à les mettre en valeur et à pouvoir, on va dire, les réutiliser dans le temps et les valoriser. Donc aujourd'hui, on a en effet tendance à croire, moi je l'ai croisé chez pas mal de clients, les équipes de design ont peur de l'IA, ont peur. Disons qu'ils ont parfois un peu bloqueur à penser que leur travail peut être automatisé. Nous, c'est pas forcément ça qu'on veut promouvoir. On veut pas automatiser des tâches qui vont être faites forcément par des designers demain. Par contre, on veut leur permettre de vraiment se focaliser sur des choses qui sont vraiment de la patte créative, qui sont vraiment des choses uniques, qui vont les permettre de se différencier en termes de branding. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment cherché à promouvoir. Nous, l'idée aussi, c'est de dire que le DAM, c'est le meilleur endroit au final pour faire ça. Bonjour. C'est le meilleur endroit pour faire ça parce que ce qu'on a aussi remarqué, c'est que souvent, nos clients éditent des médias dans beaucoup de plateformes différentes. Ils vont les éditer dans le CMS, ils vont les éditer dans le PIM, ils vont les éditer parfois dans l'ERP. Et on va avoir encore des travaux qui sont faits côté Stack Adobe pour recréer différents formats. Donc tout ça, pour nous, c'est dommage parce qu'encore une fois, on perd beaucoup de temps à refaire et refaire les mêmes opérations de contenu alors qu'on pourrait juste les faire une seule fois dans le DAM et permettre de distribuer tous ces formats un petit peu partout. Donc on a un premier cas qui est en fait très basique, mais nous ce qu'on remarque chez nos clients c'est que c'est pas acquis. Le smart tagging, je pense que tout le monde sait ce que c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter très rapidement des métadonnées sur un asset en reconnaissant par exemple le contenu, en reconnaissant un contexte de l'image, de la vidéo, et ça va permettre de potentiellement mieux indexer cette image. Chez Nice Matin, on a commencé à travailler chez eux avec Notre-Dame justement sur cette problématique. Nice Matin, pour vous donner un petit contexte, ils ont opéré leur transition digitale il y a une 10-15 d'années. C'était quand même, c'est toujours un quotidien papier qui cible une large audience. On a beaucoup au final d'enjeux aujourd'hui parce que ils essaient de rajeunir un peu leur branding, donc ils passent sur du digital, ils passent sur du mobile, ils multiplient les canaux. Et en fait, ce qui est ressorti de ça, c'est que les journalistes géraient beaucoup mieux l'image pour le papier que l'image pour le digital. Donc les rédacteurs et leur équipe, ils ont environ 200 journalistes chez Nice Matin, avaient tendance à très mal utiliser les outils. Donc nous, c'est le CTO qui nous a contactés pour nous dire moi, mes serveurs explosent. En fait, pourquoi mes serveurs explosent? C'est parce que les journalistes, quand ils ne trouvent pas une photo, ils l'importent, et puis ils l'importent, et puis ils la réimportent parce qu'ils n'ont pas en fait une bonne indexation de ces images dans le DAM. Ça, c'est un vrai enjeu parce que du coup, les serveurs explosent, ça veut dire des factures colossales pour Nice Matin aussi. Et d'un autre côté, d'un point de vue temps passé à chercher ces assets, c'est aussi considérable. Donc on a avec eux travaillé sur ce sujet-là parce qu'il y avait aussi un dernier point, c'est que globalement, vous imaginez, c'est un quotidien, ils ont énormément d'images de Nice, par exemple, de la promenade des Anglais, de Monaco, qui vont réutiliser dans le temps.
S'ils ne les réutilisent pas, ils vont remissionner des photographes pour aller reprendre des photos. En fait, tout ça, c'est du temps et c'est vraiment de l'argent perdu pour Nice Matin. Donc l'enjeu du DAM ici, ça a été de trouver vraiment une solution, parce qu'ils étaient très mal équipés, ils avaient leur propre outil, de trouver une solution pour justement mieux indexer ces médias, et que la recherche, donc la première intention du journaliste d'aller chercher une image pour mettre dans son article, elle soit successful. Donc on arrive à trouver très rapidement ces assets. Donc c'est ce qu'on a pu faire avec FileRobot. Donc je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble dans la plateforme. Vous allez voir que c'est hyper intuitif. Globalement, ici, on va importer une image d'un match de foot, donc d'un footballeur. Là, on est sur une version anglaise, mais évidemment, tous les projets de nos clients peuvent être en multilingue. Là, le set de données va être en anglais, mais on va pouvoir traduire automatiquement tous les tags qui sont reconnus et détectés par des API qu'on a intégrés. Elles vont pouvoir être taguées dans plusieurs langues. Donc là, on l'a en anglais et puis on l'a en français. Ça veut dire que demain, si on tape sport, on va trouver toutes les images de sport, et c'est quand même un temps gagné aussi pour les personnes qui sont censées faire la curation de ces contenus. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? Relativement simple comme cas d'usage, mais on voit un ROI en fait hyper rapide sur ce type de projet. Parce qu'en fait, on développe beaucoup d'innovations dans le DAM et dans les Content Factory, mais l'adoption de l'utilisateur, elle n'est pas toujours aussi rapide que la technologie. Donc c'est là que je veux quand même réinciter sur ces cas-là. On a eu un autre cas récemment qui est très proche de celui-ci, pour la monétisation des contenus, grâce à la détection de logos, par exemple. Vous avez beaucoup de marques qui aujourd'hui font de la sponsorisation ou vont revendre en fait des contenus à certains sponsors ou certains partenaires. Et dans ces cas-là, il faut vraiment pouvoir détecter très finement chaque logo, chaque entité. Et pour ça, on utilise aussi des API spécifiques qui sont intégrées au produit et qui vont permettre de mettre automatiquement telle image où Red Bull va être identifiée. On va automatiquement envoyer l'image à Red Bull, elle va être monétisée et on va pouvoir retrouver aussi un ROI rapide. Donc tout ça, c'est des cas d'usage qu'on a mis en place pour des acteurs plutôt presse et médias. Le deuxième cas d'usage, c'est l'aide à la curation de contenu pour les marketplaces. Donc les marketplaces, je pense qu'on voit tous à peu près comment ça marche. Un gros bazar à l'entrée et on essaie d'en faire un truc joli à la sortie. Beaucoup de personnes qui ont en fait un import de fichiers qui peut être un peu colossal, mais qui ne sont pas forcément harmonisés. Ici, on a travaillé ces dernières années avec GoCar, par exemple, qui est la marketplace belge pour l'automobile. Donc là, c'est vraiment un modèle de particulier à particulier, type se loger, mais pour la voiture. On va importer notre image de voiture, on va créer sa fiche produit, on va la mettre en vente et chance, elle se vend au prix. Donc là, c'est vraiment un user-generated content dans le sens où ça va être Monsieur Tout-le-Monde qui va créer son image. Mister Auto, c'est un modèle plutôt B2B, donc on récupère des flux de catalogues de vendeurs qui sont identifiés sur le marché, qui sont déjà professionnels, mais qui ont aussi des catalogues très différents. Donc les flux ne vont pas venir des mêmes endroits, ils ne vont pas forcément être équipés de la même manière, et les images vont être aussi hyper différentes. Donc l'enjeu de Mister Auto, c'est aussi de valoriser et de mettre en avant ces fichiers-là. Et on a un cas un petit peu plus humain, qui est Malte, la plateforme des freelances, c'est la plateforme majeure en France, pour laquelle on permet en fait de faire la curation de contenu pour les images des profils. Donc chaque freelanceur va chercher à se mettre en valeur sur la plateforme. De la même manière, c'est plus presque de l'user-generated content, puisqu'on ne va pas forcément maîtriser les images à l'entrée. Ce qu'on voit souvent sur les marketplaces, et ce qui, encore une fois, impacte l'expérience utilisateur, c'est des images qui ne sont pas centrées pareil, des images qui n'ont pas les mêmes fonds, des images qui n'ont pas la même qualité, des images qui ont déjà des logos présents. Et en fait, sur une marketplace, soit on met des logos partout, soit on n'en met pas. Mais il y a quand même des règles de branding à respecter pour être un petit peu impactant. Et c'est là où l'automatisation prend tout son sens, parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, la plateforme Vinted, elle fait encore tout à la main. Donc tout est fait par une équipe de je ne sais pas combien de curateurs de contenu qui regardent chaque image pour voir si c'est bien le produit promis, en fait. Donc ça, c'est pour nous un énorme enjeu, parce qu'il y a vraiment des solutions sur le marché qui permettent de le faire automatiquement. Donc ici, je vous donne un rapide exemple sur le fait que, par exemple, pour Malte, on a détecté automatiquement s'il y avait
une photo de profil avec un visage ou pas. Ça, la valeur ajoutée, c'est vous n'avez pas le droit en fait d'uploader une image où il y a deux personnes. Vous n'avez pas le droit d'uploader une image où il n'y a pas de visage. Donc, assez mécaniquement, on détecte s'il y a un visage ou pas. Et si c'est bon, on peut justement le passer en production. Si c'est pas bon, elle est refusée à l'import et on dit l'image n'est pas présente, enfin le visage n'est pas présent sur l'image, on refuse. Là, c'est un exemple pour vous montrer qu'on arrive à détecter les visages, mais on arrive aussi après à faire des actions dessus. On peut les flouter, on peut zoomer dessus. Enfin, globalement, c'est un des cas sur lesquels voilà, on pourrait détecter des visages. Pour Gokar, ce qu'on a pu faire dans le même système, c'est de détecter les plaques d'immatriculation et de les flouter. Tout bête, mais avant, je pense qu'on a tous vu des marketplaces auto où l'utilisateur il va gommer avec un super feutre bien de couleur sa plaque d'immatriculation. C'est très moche et ça ne vend pas du tout bien. Donc en fait, globalement, de la même manière, on va pouvoir détecter les plaques d'immatriculation, les flouter et éviter de repasser en fait par le process de je télécharge mon asset, je vais dans InDesign ou dans Photoshop ou dans une stack Adobe qui est un peu lourde. Il faut déjà être équipé en logiciel, il faut être équipé en designer et tout ça pour flouter en fait une plaque d'immatriculation. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. À la fin, on a aussi pu détecter pour Mister Auto notamment quel type d'image c'était. Mister Auto, ils avaient un énorme problème, c'est qu'ils se rendaient compte que certains produits ne convertissaient pas en ligne. Donc ils avaient peu de trafic sur les pages produits, un gros taux de rebond, et ils se demandaient pourquoi. Et en fait, tout simplement, c'est qu'ils recevaient de leurs vendeurs des catalogues d'images qui étaient des schémas techniques. Donc en fait, ils avaient une image qui était, voilà, je vous dessine un écrou. Voilà, vous n'avez pas forcément le coup de cœur quand vous voyez juste un dessin noir et blanc avec un écrou et un schéma technique et des tailles. Globalement, ça paraît bête, mais le fait de pouvoir leur donner cette intelligence dès le départ et de dire, en fait, voilà, cette image-là, c'est un schéma technique, c'est une illustration. Pareil pour Malte, si quelqu'un veut mettre son portfolio sur son image de profil, pourquoi pas ? Mais il faut pouvoir encore avoir cette image avec le visage, parce que c'est hyper important de voir la personne avant de voir ce qu'elle propose. Là, pareil, il faut voir l'outil, il faut voir le produit fini en image pour ensuite comprendre le schéma technique. Et ça, c'est vraiment de l'intelligence qu'on a pu leur donner sur la marketplace, qui leur a permis d'aller beaucoup plus loin derrière sur la conversion et le fait d'être sûr d'avoir en premier l'image photo, en deuxième l'image technique. Grand classique, le détourage, je pense que vous voyez tous l'intérêt. Encore une fois, c'est pas toujours acquis. En fait, ce qu'on remarque chez nos clients, notamment Ludwig Beck, qui est un client allemand, c'est les Galeries Lafayette de Munich. En gros, vous avez un grand bâtiment Ludwig Beck avec plein de vendeurs et plein de cosmétiques et de fringues. Donc voilà, on est allé à Munich récemment, on a bien aimé. Ludwig Beck, ils ont plusieurs sources. Alors c'est un peu un système marketplace, mais avec un vrai magasin plus un site en ligne. Ils ont plein de sources différentes de flux de vendeurs. Notamment Fashion Cloud, qui est une sorte de flux agrégé en fait, où chaque vendeur va pouvoir créer ses fiches produits sur Fashion Cloud et des marketplaces vont pouvoir récupérer tout simplement les fiches produits créées une fois. Au lieu de les créer 25 fois, ils vont les créer une fois. Ça, c'est hyper intéressant. Problème, Ludwig Beck avait utilisé un produit externe. Donc, globalement, je vous la fais courte, mais ils recevaient des flux de produits, ils avaient tout un catalogue à stocker, ils devaient ensuite les reprocesser par un autre modèle, réuploader, donc restocker tous leurs médias, donc ils les avaient 2 fois, puis tout réingérer dans le DAM. Donc en fait, tout ça, ça leur prenait vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'espace de stockage et potentiellement des problèmes de version, puisqu'après, tout n'est pas centralisé en fait, dans le même endroit. Ça, c'est assez important. Le détourage, je pense que vous le voyez sur les modèles de marketplace connus, les Google Shopping, les Amazon, les Cdiscount, ils ont tous leurs guidelines spécifiques. Donc, ils ont tous envie d'avoir des fonds blancs, des fonds un peu gris, des fonds un peu jaunes, des fonds avec des flous, des fonds avec des ombres. Tout ça, c'est, encore une fois, c'est facile de l'automatiser et ça prend pas beaucoup de temps. Mais il faut pouvoir le faire, encore une fois, dans un outil central qui vous permet d'avoir accès ensuite à ce média qui va être disponible partout, au lieu de répéter l'opération en fait, pour chaque plateforme. Donc ici, j'ai aussi une petite vidéo pour vous montrer très rapidement à quoi ça correspond. Là, j'ai fait l'exemple plutôt sur un modèle de profil, puisque pareil, sur certains clients, ils avaient des trombinoscopes où ils avaient besoin d'avoir l'image avec un fond transparent. Donc ici, on a importé une image d'une jeune fille qui a un fond mûr, donc un fond un petit peu de couleur. Et là, en post-process, automatiquement, on va travailler l'image pour qu'ensuite,
directement, on est la nouvelle image qui s'affiche avec le fond détouré. Donc ça, encore une fois, le DAM le fait tout seul. On n'a pas besoin de réimporter, on n'a pas besoin de télécharger, de réimporter les médias. Ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et surtout, le résultat est hyper qualitatif. C'est-à-dire que là, nous, on va s'appuyer sur le marché, on ne réinvente pas la roue. On s'appuie sur les meilleurs du marché et on met à disposition des outils assez premium à nos clients. Hop. Un autre point, dernier point là-dessus, c'est que c'est hyper important aussi de pouvoir bien harmoniser son catalogue avec les fonds, mais aussi avec les tailles d'images. Je vais en parler tout de suite. Le smart cropping, c'est le rognage automatique et l'optimisation des médias automatiques. Ça, c'est un point qui est globalement aussi assez facile à mettre en place. Et encore une fois, ce n'est pas toujours acquis chez nos clients. Mais là, vous voyez, on a quelques références qui utilisent tous les jours en fait, des images, des mécanismes qu'on a mis en place pour justement automatiser l'optimisation, automatiser le redimensionnement et faire en sorte que sur son site e-commerce notamment, les produits, ils aient tous la même taille. C'est bête, mais en fait, quand on reçoit encore une fois des flux ou des photoshootings, mais que l'image, elle est parfois plus ou moins zoomée, ben l'effet n'est pas top. Donc on peut avoir une paire de chaussures qui est vue de loin, une paire de chaussures qui est vue de près. Le rendu côté UX, c'est pas génial. Cet outil-là, en fait, il permet plusieurs choses. Il permet de garantir la qualité, donc la qualité visuelle de la photo, garantir la qualité en termes d'harmonisation, donc de taille de l'image, et de garantir que l'image va être correctement rognée si on est sur mobile. Tout simplement, vous avez parfois des bannières ou des photos produits qui sont très larges. Quand vous passez sur mobile, ben, elles vont être centrées. C'est-à-dire qu'on va juste dire, bon, ben, on a pris le centre de l'image et hop, on a réduit les côtés. Ben, ça, c'est pas toujours la bonne pratique parce que souvent, votre outil, votre produit, il est sur le côté. Et là, du coup, vous pouvez détecter de manière intelligente avec, encore une fois, c'est à la limite entre l'intelligence artificielle et l'automatisation, mais c'est hyper simple à mettre en place. Vous pouvez détecter quel est le centre d'intérêt de l'image de manière manuelle ou automatique. Donc, c'est ce qu'on appelle le point de gravité de l'image. Et directement cropper automatiquement, donc rogner automatiquement autour de ce point d'intérêt. Ça fait encore une fois gagner pas mal de temps. Et clairement, c'est aussi pour adresser rapidement des audiences mobile first, parce que de plus en plus, évidemment, on est sur ce type de format-là. Voilà, donc moi, j'ai fini ma petite session et mes petits cas d'usage humblement portés par Scaleflex. Globalement, moi, ce que je voulais vous faire... vous partager aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle peut être vraiment utilisée à des fins de gain de temps, mais sans on va dire, diaboliser l'IA, ça ne va pas forcément menacer vos équipes design. C'est vraiment, on travaille main dans la main avec les équipes de design sur des tâches qu'ils ne vont pas faire de toute façon manuellement. S'ils le font, c'est globalement un peu dommage parce qu'ils vont perdre du temps. Le DAM, c'est vraiment l'endroit où pour nous, on fait une fois l'action et ensuite elle est mise à dispo de toutes les plateformes parce qu'encore une fois, on a tendance à vraiment répéter tout le temps des éditions de médias dans 3, 4, 5 plateformes et puis ensuite pour le marketing, on va créer sur Canva des nouveaux formats. Un DAM, il peut être très très bien interconnecté avec tous vos outils, Adobe, Canva, Chili Publish, enfin tous les acteurs que vous avez en bas qui vous servent à créer des contenus, des CMS, des PIM et vous permettre de générer toutes ces versions-là sans forcément répéter les actions. Nous, chez Scaleflex, on a décidé depuis l'année dernière de sortir vraiment cette brique IA. Donc là, on en est au début. C'est-à-dire qu'on a développé déjà des algorithmes nous-mêmes. On a pu ingérer déjà des API externes, donc le tagging, le fait de retirer les fonds, etc., à la demande de clients. C'est que le début. Nous, tout ça, après, on le met à disposition de tous nos clients. Donc en fait, on a une sorte de petite marketplace interne avec toutes nos automatisations. Et ce qu'on attend, c'est... voilà, d'avoir les vôtres, d'avoir vos cas d'usage et puis que vous nous challengiez sur des nouvelles automatisations parce que globalement, tout est possible. Vous le verrez sur le web, globalement avec un DAM, vous pouvez à peu près tout faire, mais il faut le faire voilà, de manière centralisée et plutôt bien. Donc voilà, vous avez nos trois visages. Viviane est là aussi aujourd'hui, qui est notre marketing manager. Thomas est là, qui est notre sales manager en France. Moi, je suis là aussi pour répondre à votre question, si vous en avez. Déjà, je vous remercie de votre attention. Voilà, si vous avez des cas spécifiques que vous avez vus, que vous avez entendus chez des clients qui pour vous paraissent, voilà, ce serait idéal, mais ça doit être compliqué, n'hésitez pas à nous en parler parce que potentiellement on l'a déjà fait ou bien on peut le développer. Voilà, merci beaucoup.